3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Régis Béguet est avec nous ce soir, associé et gérant chez Zadig Asset Management. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Laurent Martin nous accompagne également, notre investisseur institutionnel préféré, trésorier à la direction administrative et financière de CIBTP France. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Et Alexandre Drabovitz est également à nos côtés. Ravi de vous retrouver ce soir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir Vous êtes Grégoire. le directeur des investissements d'Indosuez Wealth Management. Jour 2 de cessez-le-feu, Alexandre, avec cette séance de soulagement épique qu'on a vécu hier sur les marchés. Quels sont les risques les plus extrêmes qu'on a pu écarter avec ce cessez-le-feu, la perspective de négociation et ces 2 semaines de trêve acté, dirons-nous, entre Washington et Téhéran? Quels sont les risques qui perdurent? Et du point de vue du marché, la question peut être celle-ci. Est-ce que les points bas qu'on a vus marqués à la fin du mois de mars sont des planchers relativement solides, toutes choses égales par ailleurs? Oui, je pense que le risque principal qu'on a écarté, c'est le risque Armageddon, quelque part, puisque hier soir, on aurait pu avoir encore un volte-face de Trump. Maintenant, pour la petite histoire, le parallèle, on est à pratiquement 1 an de l'anniversaire du volte-face d'avril 2025 sur les droits de douane. Donc, c'est un nouveau taco, comme on dit. Il est certain aujourd'hui que, je ne sais pas si les marchés ont trouvé leur point bas, mais ils ont quand même eu une certaine résilience. Et on voit bien qu'au premier signe d'accalmie, les marchés ont quand même envie de monter et de reprendre. Donc, il y a certainement beaucoup de couvertures qui se sont débouclées hier. Maintenant, on arrive plutôt dans une phase que je dirais, voilà, c'est une instabilité dans la stabilisation. On va avoir ça, à mon avis, encore pendant 2 semaines. Je pense que Trump va encore faire pas mal de sorties de route, c'est certain. Maintenant, si on se projette au-delà de cet événement de risque, il est certain qu'on va avoir des prix du pétrole qui vont être durablement plus élevés. Alors, nous-mêmes, chez Indosuez, on a révisé notre prix du pétrole d'équilibre. On pense qu'on va rester à $100 sur le Q2. Peut-être on va arriver à 85 d'ici la fin de l'année. Et puis finalement, 2027 sera plutôt du 80. Donc c'est quand même $20 pratiquement de plus que ce qu'on avait avant. Donc il y aura des cicatrices. Je pense que vous allez en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, pour les marchés financiers, c'est plutôt déjà rassurant. Cette pause, elle est bienvenue. Maintenant, restons vigilants, mais globalement, on sent quand même que le marché a envie de payer. Sur les risques qu'on a pu évacuer, Régis, et vous suivez les marchés de l'énergie et du pétrole de près depuis longtemps, est-ce qu'on évacue des risques extrêmes là aussi sur l'approvisionnement en pétrole? On se disait que quelques semaines de plus, et c'était pas juste une question de prix, ça devenait une question de quantité, de volume, d'approvisionnement. Est-ce qu'on commence à se rassurer un peu de ce point de vue-là? Alors, ça dépend un petit peu pour qui, parce qu'il faut rappeler que les États-Unis sont tout à fait autonomes en pétrole et encore plus en gaz. Même s'ils ont du mal à raffiner leur propre pétrole. Les raffineries américaines ne sont pas dimensionnées pour raffiner le brut léger américain. Donc il y a quand même un besoin d'importation. C'est d'ailleurs une chose remarquable de ce point de vue-là, c'est assez intéressante, c'est que le WTI est passé au-dessus du Brent, ce qui est en réalité assez logique, parce que le WTI étant moins cher à raffiner que le Brent, le WTI aurait toujours dû être plus cher que le Brent, mais il se trouve que depuis 20 ans, on est dans une situation qui s'était inversée, avec un WTI qui était en dessous du Brent, pour les raisons que vous évoquez, les capacités de raffinage aux États-Unis, et aussi la capacité à sortir du hub de Cushing, qui rendait ce pétrole difficilement distribuable sur le continent américain. Mais cependant, voilà. Dans un moment de tension, effectivement, on est prêt à acheter du baril américain. Voilà, exactement. On est prêt à accélérer un petit peu les choses, probablement sur le plan du raffinage, et puis aussi sur l'usage du gaz en interne aux États-Unis, qui est très 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 abondant et très au-dessus de la demande de gaz aux États-Unis. Donc sur les États-Unis, très franchement, le risque physique il était limité. Sur l'Asie, il est un peu limité aussi. D'abord parce qu'il laissait passer les bateaux pour l'Asie dans le détroit d'Ormuz. Ensuite parce qu'il y a l'accès au pétrole russe, voilà. Et une fois de plus, ceux qui étaient quand même un petit peu et qui sont toujours à risque, c'est quand même l'Europe. L'Europe, non seulement à cause effectivement du pétrole dans le détroit d'Ormuz, mais surtout à cause du gaz, parce que il faut pas oublier que l'Europe est très très dépendante du gaz américain d'une part, et d'autre part du gaz du Qatar, depuis que les pipelines ont été fermés en côté russe. Donc on est très dépendant du Qatar. Il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été endommagées dans les
l'exportation de LNG au Qatar. Et donc ce problème n'est pas tout à fait évacué. On est monté là dans cette phase qu'à 50 € par mégawattheure sur le TTF en Europe, sur le gaz. Donc on n'est pas du tout dans les excès qu'on avait connus à l'été 2022. On est allé quoi, 3 à 4 fois plus haut 300. Bon. On était monté de 30 à 300. Cependant, bon, c'était un pic, c'était vraiment un peu exceptionnel. Et ensuite, ça s'est revenu à 30 € dans l'année qui a suivi. Cependant, même 50, c'est un niveau qui est très très difficile à supporter pour les Européens. Hein. Bien sûr, vous et moi, on l'a pas encore vu dans les prix, on l'a pas encore vu non plus dans les prix de l'électricité. Ce qui fait le prix de l'électricité en Europe, il faut le rappeler, c'est la production marginale. Donc c'est pas du tout le nucléaire ni le renouvelable, c'est ni même le charbon. La dernière centrale à gaz c'est le gaz. C'est le gaz qui fait le prix de toute l'électricité en Europe. Et donc un gaz qui multiplie par 2, c'est potentiellement une électricité qui prend 50%. Et donc c'est compliqué. Ça reste quand même un petit peu difficile côté européen dans la situation actuelle. Et après, géopolitiquement, je n'en sais pas plus que vous. Je ne sais pas comment la situation va évoluer. Je pense qu'on n'a quand même pas tout à fait évacué l'intégralité du risque, pour répondre à votre question, ni côté approvisionnement pétrole et encore moins à cause côté avec gaz, un côté sujet prix bien d'énergie. distinct qui est celui d'Ormuz et de comment quel donc sort le sort d'Ormuz demain, le sujet d'Ormuz, une entreprise américano-iranienne ou un droit de péage. C'est-à-dire qu'indépendamment d'Ormuz, si on referme Ormuz et que on repart, disons, une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran, ça veut dire que l'Iran va continuer à taper sur les pays du Golfe, et les pays du Golfe sont ceux qui nous fournissent en gaz en LNG, encore une fois, et donc nous, indirectement, on a cette menace. Ça nous amène au sujet qu'évoquait Alexandre, mais je me tourne vers vous, Laurent, pour entamer ce tour de table sur les séquelles, les cicatrices, en partant de l'idée que même si les choses se développent correctement, 2 semaines de cessez-le-feu et des négociations qui finissent par aboutir dans un temps relativement court, qu'est-ce qui reste de cette crise dans les chiffres macro devant nous et pour combien de temps ? Mais on va le savoir relativement vite. Pour l'instant, l'art de la prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne le futur. On en avait parlé la dernière fois. L'économie mondiale, elle peut vivre avec un pétrole à $100, $110, $120. Il n'y a pas de gros problème. Le problème, c'était le choc. On passe de 60 à $120 en un mois et demi, quasiment. Et donc, avant de pouvoir vivre avec un pétrole à $120, il y a un temps d'adaptation. Donc je pense que le risque que l'on a évacué, le risque principal, c'est une récession, tout simplement. C'est une récession en Europe, parce que l'Europe est très dépendante du prix du gaz. C'est aussi une récession probablement, alors peut-être pas aux États-Unis, quoique, comme vous le disiez tout à l'heure, les ménages américains commencent à taper assez fort dans leur épargne pour consommer. On a vu les chiffres de la consommation dans les chiffres du PIB là, qui sont sortis, qui sont relativement faibles finalement. Donc je pense que ça, c'est un des scénarios qui a été évité à court terme. Une des cicatrices que je vois, c'est probablement quelques petits points, dizaines de points, de croissance en moins, dizaines de points d'inflation en plus tout au long de l'année. Il y a des cicatrices qu'on va voir plus tard. Alors, je pense en particulier, je regardais ce matin, le PIB de la région Arabie Saoudite, Koweït, etc. C'est à peu près 5 000 milliards de dollars. Ils ont eu des pertes de revenus quand même assez conséquentes depuis 40 jours maintenant. Et ça va encore continuer pendant quelques jours. Parce que même si le prix du pétrole a augmenté, si vous ne pouvez pas le vendre et pas l'exporter, ben ça veut dire que ils ont quand même des plans, des plans sociaux locaux qui sont extrêmement généreux, donc des budgets qui vont se dégrader très fortement. Il va falloir compenser ça. Donc il y a 2 manières. Alors il y a le long terme, et ça c'est de maintenir des prix du pétrole assez élevés. Je suis assez d'accord, pendant relativement longtemps. Surtout que les pays du G7 vont devoir reconstituer leurs réserves stratégiques. Et puis à court terme... Donc on va approvisionner le marché, mais on ne va pas inonder le marché non plus. On ne va pas inonder le marché. Donc je pense qu'ils vont chercher à avoir un pétrole un peu plus haut que ce qu'on avait en début d'année. Et puis à court terme, si vous avez des problèmes de flux, ben, vous devez trouver des flux. Et un des flux, il y a 2 flux que vous pouvez trouver. C'est d'abord annuler une partie des promesses d'investissement que vous aviez faites aux États-Unis.
Dans le deal de l'année dernière, Trump a annoncé des centaines de milliers de milliards. Genre, je ne sais plus où on en est. C'était sa première visite officielle, je crois. C'est ça, dans le Golfe et à Riyad notamment. Voilà. Mais les pays du Golfe ont promis des centaines de milliards d'investissements. Donc ça va probablement être un petit peu diminué, parce qu'ils ont aussi des besoins de reconstruction. Et puis le deuxième flux positif que vous pouvez trouver, c'est de vendre une partie de vos actifs, et c'est essentiellement des T-bonds américains. Des bonds. Il y a aussi un petit peu d'Europe. Avec l'aspect politique que ça peut revêtir. Hein. Ils vont le faire discrètement. Oui. Via les îles Caïmans, ça se voit pas. Donc, ça veut dire aussi une inflation un peu plus élevée. Ça veut dire aussi des taux longs un peu plus élevés à cause de tout ça pour un petit peu plus longtemps. D'ailleurs, vous remarquerez que les taux 10 ans américains hier se sont pas tant détendus que ça. Non. Par rapport aux taux européens qui étaient beaucoup plus montés, mais le 10 ans américain, c'est pas tant détendu que ça. Donc, je pense que ça se retend déjà un peu. Et ça se retend déjà un petit peu. Alors voilà, c'est pas des risques extrêmes, mais c'est des nouvelles conditions de marché, à mon avis, qu'on va avoir. Et puis les cicatrices sur les résultats des entreprises. Alors je dis à chaque fois, je suis pas un spécialiste des actions. Ça, on va voir. Ouais, on va le découvrir. Ça va dépendre des secteurs. Dans le premier trimestre, est-ce que ce sera plutôt au deuxième trimestre J'ai lu au moins 2 notes où les analystes, chers analystes, disaient on ne modifie pas nos prévisions de résultats pour l'instant. On attend les guidance des entreprises pour le deuxième trimestre. Ouais. Bon, alors là où ils ont révisé déjà très vite, c'est quand même le secteur oil and gas. Oui, là, ils n'ont pas eu de problème avec un paramètre clé qui est celui des prix du pétrole. Ils ont très vite révisé à la hausse. Mais pour le reste, effectivement, ils sont sans doute un peu plus. Donc je pense qu'il y aura des cicatrices ici ou là et qu'on va découvrir petit à petit, mais rien de dramatique. Pas de rupture non plus avec le scénario global, enfin la marge. Exactement. On reste dans des écarts types normaux par rapport à ce qu'on pouvait anticiper en début d'année. Probablement. Sur les cicatrices, Alexandre. Cicatrices macro qu'on peut imaginer pour nos économies. Et puis, quelle réponse est-ce que ça appelle ou non de la part des banques centrales ? Puisque ça reste un sujet quand même du point de vue du marché. Le marché n'a pas totalement effacé l'idée qu'il faudrait qu'il y ait une réponse de politique monétaire à ce choc, quand bien même il aurait été temporaire en termes de durée de conflit, j'entends. C'est vrai, je pense que le boulot des patrons des banques centrales aujourd'hui, c'est certainement le plus compliqué au monde aujourd'hui, parce qu'ils vont être quand même tiraillés dans les deux sens. Mais là, il y a peut-être des distinctions à faire entre les États-Unis et la Banque centrale européenne. C'est vrai que la Banque centrale européenne, elle a ce mandat d'inflation. Donc elle a toutes les raisons du monde, finalement, de devoir remonter les taux. Nous-mêmes, on a même révisé notre inflation, mais beaucoup plus que vous évoquiez. On est plutôt aujourd'hui à se dire que l'inflation... On était supposé être largement, un tout petit peu en dessous de la cible cette année. On avait 1,8 avant. Là, on a révisé à 3. Wow. Et puis surtout, on aura encore le second effet qu'évoquait Régis tout à l'heure des prix du gaz naturel pour 2027. Donc autant, nous on pense qu'il y a toujours des forces déflationnistes aux États-Unis. Donc on va revenir à 2,2% l'année prochaine. On va faire peut-être un pic à 4 cette année, mais on redescendra derrière, notamment parce que la pression du marché de l'emploi est beaucoup plus basse. Les loyers se détendent. Mais en Europe... Et il y a une croissance des gains de productivité aux États-Unis. On n'a pas la même ampleur de gains de productivité en Europe aujourd'hui. Nous, on garde un PIB américain en 2026 à 2,4%, ce qui est bon. Par contre, en Europe, finalement, le choc d'aujourd'hui annule tout le stimulus de l'Allemagne de l'année dernière. On voyait beaucoup d'acquis de croissance en 2026, un gain de croissance en 2027. Là, aujourd'hui, le choc pétrolier, c'est finalement les 1 000 milliards que l'Allemagne était supposée injecter et rajouter en PIB en Europe, c'est totalement annulé. Donc un boulot qui va être très compliqué pour la Banque centrale européenne. Donc la question pour nous, est-ce qu'elle devrait monter les taux ? La réponse est non. Est-ce qu'elle peut monter les taux ? La réponse est oui. Je pense que tous ces mois, on a connu le trauma de Trichet en juillet 2028, quand il a remonté des taux à 2008, bien sûr. 2008. Et je rappelle, 2011, 2 hausses de taux en 2011, juillet et septembre également. Je rappelle, 2008 était encore pire. Dans des conditions différentes, mais 2008 était magnifique. 2008 était magnifique. 2011, mais j'en souviens aussi, mais 2008 est resté effectivement comme étant peut-être l'erreur historique. Mais d'un côté, je vous partage, en fait, on a fait un papier récemment, on prend référence à ce que Mervyn King a dit dans un speech en 2005. Ancien patron de la Banque centrale la fameuse fin de Maradona.
dans ce match en fait Angleterre-Argentine en 86 en quart de finale, où au deuxième but, Maradona il ne fait que feinter pour aller finalement en ligne droite. Et le parallèle de Mervyn King avait dit, finalement, si le marché anticipe déjà des hausses de taux, j'ai des conditions financières qui se resserrent et fait finalement mon boulot. Ça me fait gagner quelques mois. Et moi, Banque centrale, finalement, j'ai peut-être pas besoin de remonter ces taux d'intérêt. J'ai juste à feindre. Voilà, c'est exactement. Donc juste à prétendre. Le marché table quand même sur 2 à 3 hausses de taux, ce qui est quand même phénoménal. Maintenant, si la Banque centrale européenne venait effectivement à remonter les taux de 2 ou 3 fois, honnêtement, ça sera une catastrophe pour l'économie européenne à un moment où il faut emprunter pour investir. Il va falloir certainement investir encore plus. Il y a déjà aujourd'hui cette tentation, je pense, de pas mal de gouvernements, et notamment allemands, de détourner une partie des investissements qu'ils avaient orientés vers la structure pour faire du social. Et ça ne fait pas de croissance. Ouais. Point intéressant, et c'était une de vos consoeurs, en tout cas je la cite, l'économiste Europe de Bank of America, Evelyn Herman, qui était avec nous cette semaine en plateau, que vous connaissez bien. Elle dit... Si nous envisageons effectivement que la BCE puisse monter 1-2 fois ses taux, je crois que c'est 2 fois leur scénario central cette année, alors il faut discuter de ce qui va se passer en 2027, parce que l'économie européenne ne sera pas la même en 2027, et il faudra que la BCE soit capable de baisser, de rebaisser très rapidement ses taux en 2027. Parfois, ils mettent 2 hausses de taux en 2026, mais ils en mettent plusieurs baisses de taux d'affilée en 2027 pour arriver peut-être à un taux de dépôt à 1,50 fin 2027. Ça, j'ai un peu du mal à l'imaginer. Ouais. Cette flexibilité-là, elle n'est pas dans la nature de la Banque centrale européenne aujourd'hui. Faire ces allers-retours, franchement, je ne vois pas l'intérêt pour l'économie. Maintenant, on aura aussi un changement de gouvernance à la BCE. Donc ça, aujourd'hui, compliqué de savoir comment ça va se piloter. Pour les États-Unis, par contre, alors là, évidemment, on va avoir un nouveau gouverneur qui va arriver. On les voit mal. Je pense que le scénario d'une remontée de taux aux États-Unis est totalement écarté. Ouais. Nous, on table encore, même malgré tout, sur une baisse. En tout cas, la Fed l'a plus ou moins confirmé encore à ce stade. La Fed, elle a cette... Il y a encore un monde possible où la Fed baisse ses taux. Et elle l'a fait depuis 60 mois. La Fed est au-dessus de sa cible. Et malgré tout, elle a réussi à piloter et à faire baisser encore les taux. Elle a un double mandat. Elle peut tout à fait vous dire, moi, je regarde les attentes de marché d'inflation, elles restent stables. J'ai un problème sur mon emploi et la création de l'emploi. Ma priorité, c'est l'économie. Je suis capable de me dire, de toute façon, après ce pic, en 2027, ça retombe plus ou moins à ma cible, je peux baisser les taux. Bon. Mais des baisses de taux d'ajustement, c'est ça. Elle ne s'est pas engagée non plus dans un cycle profond de baisse de taux. Le simple fait d'avoir une perspective de baisse, c'est plutôt rassurant pour le marché en général. Régis, sur l'aspect banque centrale, si vous avez des commentaires, puis je veux bien qu'on en vienne aussi à la vague de résultats qui va arriver. Qu'est-ce qu'on va découvrir ou non d'ailleurs dans ces publications d'entreprise? Alors juste en 2 mots sur les taux d'abord, moi je serais personnellement très très surpris que la Banque centrale européenne monte ses taux, même si effectivement c'est ce que le marché anticipe actuellement. Un obus ne tombant jamais 2 fois dans le même trou, je serais très surpris qu'on recommette l'erreur historique de juillet 2008 à un moment où nous nous trouvons pas du tout à l'aube d'une période d'inflation, mais simplement d'une augmentation des prix de l'énergie, ce qui n'est pas du tout en tant que tel inflationniste, c'est plutôt récessionniste. L'inflation, comme ça que les histoires inflationnistes démarrent. Non, l'inflation, c'est l'inflation des faire le défenseur de la Banque centrale européenne, à qui on a beaucoup reproché en 2022 de ne pas avoir assez vite et assez fort. La situation n'a aucun rapport avec celle de 2022. Est-ce que l'inflation se diffuse pas plus vite aujourd'hui dans nos économies? Non, parce qu'en 2022, on l'a oublié parce que c'est déjà loin, mais on était en sortie de Covid. On avait un monde inondé de liquidités, une demande à zéro, qui surgissait post-Covid, des difficultés d'approvisionnement qui étaient liées au Covid, qui n'avaient aucun rapport avec les prix de l'énergie non plus, ni avec les prix tout court. Donc vous aviez des pénuries alimentaires, des pénuries de semi-conducteurs. Je crois pas que la BCE nous dise le risque de revoir 10% d'inflation. Et vous aviez beaucoup de liquidités, et donc vous aviez une inflation des prix et une boucle inflation prix-salaire. La BCE craint que la mémoire de l'inflation fasse qu'un choc de prix, même temporaire, sur l'énergie, qui est quand même au cœur de notre modèle aujourd'hui, se diffuse beaucoup plus vite. Rentrer dans une augmentation de salaire aujourd'hui, aucune. Vous avez l'IA qui arrive comme une énorme pression sur l'emploi. Le sujet, c'est de demander des augmentations. Il n'y a pas de les liquidités du Covid. Les sujets, c'est pas du tout d'augmenter, de demander des augmentations, c'est essayer de sauver son job. Vous avez les taux de chômage sont encore remarquablement bas. Le taux de chômage reste bas, mais vous avez une pression énorme qui vient de l'IA. Et pour passer à la micro, toutes les entreprises en parlent.
très peu d'entreprises se disent menacées par l'IA. La plupart des entreprises, ou la totalité des entreprises, vous parlent de l'IA comme étant un gain de productivité potentiel, qu'il s'agisse de la banque, qu'il s'agisse de la publicité, qu'il s'agisse de l'automobile. Aucune dira l'inverse aujourd'hui, Régis. Mais je reviens sur mon histoire d'inflation. Qu'est-ce que vont nous dire les entreprises de leur capacité à transmettre justement les hausses de coûts qu'elles sont en train de se prendre dans les prix finaux? Des boîtes de chimie, des Dow Chemical ou autres ont déjà commencé à transmettre ces hausses de coûts au prix de leurs clients suivants, entre guillemets. Oui, ça commence. Les mécanismes de transmission peu, sont en Europe, aucune. Ce que font les entreprises, qu'ont fait les entreprises. Il y a plus pricing power. En 2022, la chimie est dans une situation qui est extrêmement difficile en Europe. On a déjà fermé énormément de capacités. Ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'ils ont arrêté de produire en Allemagne à cause des prix du gaz. C'est tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'on est exactement dans la même situation de ce point de vue-là. Hein. Comme j'ai dit, très différente d'autres points de vue. Mais en 2022, il n'y a aucune entreprise dans la chimie qui est capable de transmettre les hausses de prix de l'énergie sur les clients. Et bon, de toute façon, à un moment donné, ça se transmettra par un pincement de marge parce que vous n'avez pas une demande, vous n'avez pas une consommation qui explose face à ça. Donc, vous n'avez pas de capacité de transmettre vos augmentations de coûts dans l'économie. Pour l'instant, on en est à 15 jours. Ça fait 15 jours que les prix ont augmenté. Donc, je veux dire, ça se verra pas encore sur le premier trimestre. Il faut voir si on tient. Bon, comme on l'a dit, $100 sur le pétrole, ça reste supportable, surtout avec un dollar à 1,16. Hein, le dollar a quand même perdu 10% par rapport à l'année dernière. $100 sur le pétrole, ça reste assez supportable. C'est un peu plus compliqué sur le plan du gaz. Et puis, les coûts de l'énergie aujourd'hui, c'est 3% des coûts globalement. Hein, ça vient pincer un peu les marges, parce qu'avec le rebond d'hier, finalement, le Stock 600, il perd, 5% à peine depuis le 28 février. Il est flat depuis le début de l'année. Hein, on est à 0% depuis le début de l'année. On a fait que reperdre janvier, février. Ça va se retrouver dans les marges. Est-ce que le marché action l'a pris en compte un peu, beaucoup, pas du tout? Très peu, parce que c'est petit. D'accord. C'est petit, à part des secteurs très spécifiques, oui. À part des secteurs, encore une fois, très spécifiques comme la chimie, mais qui étaient déjà à un niveau désastreux avant cette crise, qui a plutôt un peu, pas spécialement accusé le coup d'ailleurs, parce qu'en fait, elle avait très largement sous-performé déjà depuis bien avant la crise. De toute façon, il y a, en fait, le marché, il y a quand même un peu une illusion sur le niveau du marché, parce que le marché est effectivement tout près de ses plus hauts, quelques pouillèmes près, mais vous avez quand même plus de la moitié de la cote qui a eu des performances absolument désastreuses depuis 4 ou 5 ans dans les biens de consommation, dans les secteurs dits défensifs qui se sont avérés être pas du tout défensifs précisément à cause de Trump, à cause du dollar, à cause maintenant de la crise énergétique, etc. Donc oui, le marché est déjà pricé plein de choses négatives. Ça, c'est l'impact des prix de l'énergie. Tant qu'on est à ces niveaux, c'est pas très difficile à transmettre dans les marges. Si effectivement on reste à 50 € plus sur le gaz européen, si le pétrole va à 150 $, bon là on est dans autre chose, mais qui est plus récessionniste qu'inflationniste de toute façon. Sur l'histoire de l'inflation, des taux et de la Banque Centrale Européenne, Laurent, comment vous comprenez? C'est vrai que le pricing, je crois qu'on a dû enlever peut-être une baisse de taux pleine. À un moment, le marché était allé à 3 et peut-être même un peu plus, mais le marché considère toujours que la Banque Centrale Européenne devra répondre avec 2 hausses de taux. Oui, c'est son mandat. C'est des débats que j'ai très souvent avec les gérants. C'est non, mais je crois pas que... Non, c'est son mandat. Donc, elle le fera. Elle remontera, c'est tout. D'accord. C'est son mandat de lutter contre l'inflation, pas de remonter les taux. C'est son mandat de lutter contre l'inflation. Mais le seul instrument qu'elle a, c'est de remonter les taux. Et donc, je pense, oui, qu'elle le fera. Elle le fera alors, mais de manière préventive, alors, pour prévenir un risque de diffusion, d'ancrage... Assurance risque. D'accord, ouais, c'est ça. En termes d'assurance. Gestion du risque, alors. En termes d'assurance. Elle veut surtout pas que le marché se dise, finalement, la BCE, elle a abandonné... Elle lâche tout. Elle lâche. Et donc, je pense qu'ils le feront. Et ils le feront pas une fois parce qu'ils ne sont pas des habitués de... Non, c'est pas dans leur ADN. Parce que 2, ça paraît plus sérieux. C'est pas... Oui.
Ouais, bah oui, non mais. C'est pas dans leur Bien. ADN de faire du fine-tuning. Ah ouais. Donc faire une fois et après une fois on annonçait une deuxième en disant et on pensera qu'on sera en C'est pour bonne, montrer qu'on est une vraie on sera en conviction, bonne quoi. position. Et peut-être que là je suis pas d'accord, c'est-à-dire d'avoir l'économie. Bon, elle va un petit peu s'affaiblir, oui. Malheureusement, néanmoins il y a quand même du sous-jacent qui fait que je pense que on va un petit peu rebondir. Bon, c'est de la dépense publique. Hein. Sous-jacent, c'est de la dépense publique. Ouais. Mais Un peu d'accommodation. ça fait de la ici et là. croissance. Ouais, ouais. Voilà, ça fait de la croissance. Ouais. Et donc, avec une communication, ils pourraient remonter, moi, je pense qu'ils vont remonter une fois de 0,25 en juin, une fois de 0,25 en juillet. Bon. Et en disant, à 2,50, on sera en bonne position pour pouvoir réagir si l'inflation rebaisse, si les pressions inflationnistes rebaissent fortement, de rebaisser, et ou si l'économie s'affaiblit beaucoup plus Mais que prévu. plus elle les monte aujourd'hui, plus elle sera peut-être dans un schéma qui lui permettra de les baisser en 2027. C'est pas impossible. Ouais. Alors, j'ai une stratégie en tête pour la gestion de mon portefeuille. Ça a un peu surpris mon patron. C'est-à-dire, le jour où la BCE fait sa première hausse des taux de 0,25, j'achète du 30 ans français. Ouais, c'est ça. Faut jouer la baisse des taux, quoi. Il faut jouer Ouais, la baisse la des duration et la baisse. taux. Tout à fait. la baisse Alors, des là où je suis totalement d'accord avec Alexandre, c'est un job extrêmement difficile, banquier central, aujourd'hui. Oui, ouais, ça l'aide depuis longtemps. C'est très difficile. Ouais. Mais oui, non, c'est Il n'y leur a que des coups à mandat. prendre. Il y a que des coups à prendre. C'est leur mandat. Bon. Et ils n'ont pas... Alors, sauf s'ils changent dramatiquement de vision, ça fait 25 ans que la Banque Centrale Européenne arrive, je les ai jamais entendus dire « we will look through », comme la Fed peut le La Fed. peut pas, elle le fait pas. C'est pas son mandat. Oui, mais c'est sous la pression allemande. Les Allemands, ils ont un petit peu Oui. changé ces derniers temps. Bah oui, mais Maintenant qu'ils font de la dépense publique, mais c'est pas leur mandat. du déficit. Puis c'est vrai que contrairement à la Fed, qui a cette agilité, cette flexibilité, l'usage du verbe, le pilotage des anticipations, je reprends l'histoire de Maradona. Moi, j'ai peur que quand on soit en mode strong vigilance, comme disait Trichet à l'époque, à un moment, on passe des paroles aux actes, quoi. C'est quand même aussi un peu dans l'ADN de la Banque Centrale Européenne. Bref, on verra ce qui se passe de ce point de vue-là. Quand on réfléchit, là aussi, Alexandre, aux conséquences, alors qui vont au-delà des hausses de taux potentielles de la Banque Centrale Européenne, mais bon, cette crise qui vient s'ajouter aux autres, j'ai envie de dire, comme on réfléchit aux conséquences structurelles de long terme, qui sont importantes pour l'investisseur qui a des horizons de temps parfois assez longs. Alors moi, aujourd'hui, un peu l'obsession que j'ai en ce moment, c'est la thématique de l'autonomie stratégique. On en a beaucoup parlé avant. Il y a l'autonomie stratégique, elle se décline d'abord avec cette course de l'intelligence artificielle. Là, on voit que la Chine est en train, je pense, de la gagner, et ça sera l'un des grands gagnants, de toute façon, de cette crise. Donc, nous restons, par exemple, très positifs sur les actions émergentes. Alors, il y a la distinction dans le monde émergent. Il y a l'Inde qui va un petit peu mal, et puis comme l'Indonésie et la Thaïlande qui sont un peu plus dépendants, mais la Chine, elle a 6 mois de réserve sur le pétrole. Le consommateur chinois, de toute façon, est dans l'électrique, donc le prix du pétrole à la station, c'est pas comme le Français qui va aujourd'hui à payer le diesel à 2,30, donc il est relativement bien, je dirais, protégé. Maintenant, il y a l'autonomie stratégique autour de la défense, qui est toujours un terme d'actualité. Et combien même on a un cessez-le-feu ou une paix, de toute façon, ça veut dire plus de défense que moins de défense. Donc ça, c'est un thème de fond. Mais surtout, le dernier thème qui va être, je pense, qui est nouveau aussi dans l'histoire aujourd'hui, c'est l'accès aux ressources naturelles. Que ça soit refaire des réserves de pétrole, accès au pétrole. Donc tous les pays qui ont des vulnérabilités au niveau des matières premières, que ce soit l'énergie au sens pétrole, le gaz naturel, que ce soit au niveau des minerais, au niveau des métaux de base, au niveau de l'or également, tout ça, ça fait partie pour moi, du même thème. C'est quelque chose qui n'est pas conjoncturel, qui va devenir structurel. Donc c'est plus 30 jours ou 60 jours ou 90 jours de stock qu'on veut, c'est demain, c'est 120 potentiellement ou plus, quoi. C'est accéder, beaucoup de pays ne pourront jamais être indépendants, évidemment, mais c'est de réduire cette dépendance, d'être beaucoup plus prévenant. L'Europe a une opportunité, d'ailleurs, de ce point de vue-là. D'ailleurs, il y a un article très, très bon d'un membre de la Banque Centrale Européenne, justement, sur le sujet de remontée de taux à un moment où l'Europe va devoir investir de manière massive dans le renouvelable, parce qu'aujourd'hui, c'est pas que faire du renouvelable pour faire baisser la température, c'est faire du renouvelable parce que ça va nous coûter tellement cher par les énergies fossiles que maintenant, on est capable de quantifier ce coût et de mettre en face l'investissement qu'on pourrait mettre. Donc, oui, j'entends le débat sur la Banque centrale, mais quand on y réfléchit bien, c'est pas à ce moment-là où il va falloir investir de manière massive
pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles qu'il faut remonter les taux. Et j'ajoute au-delà du renouvelable la question des réseaux. On est 1 an après le blackout total qui avait frappé la péninsule ibérique pendant, je crois, une dizaine d'heures. L'investissement dans les réseaux va de pair aussi avec le développement des capacités de renouvelables. Et de ce point de vue-là, j'imagine qu'il y a un petit boost de CAPEX supplémentaire serait pas trop. Il y aura un boost du CAPEX effectivement en Europe. Je pense qu'on va avoir aussi un boost d'investissement, notamment au Moyen-Orient. Parce que quand on y réfléchit bien, on a le monde entier qui est en otage. Sur un passage de 21 km. Ouais. Ça fait des décennies que ça dure. Je pense que tous les pays du Golfe aujourd'hui sont en train de réfléchir. Il faut que j'enlève ce problème. Il va falloir investir pour que je puisse exporter mon gaz naturel ou mon pétrole de façon différente. L'Arabie Saoudite a réussi à détourner 3/4 de sa production de pétrole de l'Est à l'Ouest en passant par le canal avec le pipeline. Voilà, en mer Rouge. Donc, alors, c'est encore limité, les capacités ne sont pas là, mais il est certain qu'il va y avoir des plans d'investissement massifs dans la région pour revoir en fait et refluidifier finalement ces exportations. Bon, sur les conséquences un peu structurelles de cette crise et des précédentes, qui sont des guides pour l'investisseur, qu'est-ce qui vous anime en matière de réflexion là, Régis ? Sur ce qui a été dit sur moi j'ai une petite méfiance quand même dans le marché sur la partie défense et utilities, qui sont deux secteurs qui sont aujourd'hui au plus haut. Et ça fait, pour la défense, ça fait 4 ans maintenant que une très très forte surperformance puisque ça a commencé avec la guerre en Ukraine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les cours et il y a beaucoup de risques qui n'y sont pas. On a vu d'ailleurs le secteur de la défense plutôt corrigé au fur et à mesure du conflit, le secteur de la défense a corrigé. Bon, ça, c'est des phénomènes de flux. Je pense qu'il y a eu des débouclements de positions, parce qu'il n'y avait pas spécialement de raison fondamentale à cela. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui a beaucoup bénéficié d'un effet de mode, quand même, en partie, et aussi d'un effet de marge. Les marges ont beaucoup augmenté, ont quasiment doublé pour beaucoup d'entreprises dans le secteur sur fond de guerre en Ukraine et de dépenses publiques. Il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup d'États européens qui ne sont pas, alors évidemment la France au premier rang desquels, mais ils ne sont pas du tout dans la capacité de tenir leurs promesses en matière de dépenses publiques concernant la défense. Donc la France, bien entendu, le Royaume-Uni, bien entendu, l'Espagne ne veut pas, elle pourrait, les finances publiques sont un peu en meilleur état, mais elle ne veut pas. Donc on a l'Allemagne d'un côté, mais dans ce plan des 500 milliards allemands, il y a beaucoup d'infrastructures et beaucoup de choses. Bon, donc je crois qu'il y a quelque chose qui est un peu sous-estimé du côté du marché, à la fois sur le plan de capacité des gouvernements à passer des ordres et à la fois sur le plan de la capacité des entreprises à montrer des marges très élevées face à quelque chose qui est entièrement financé par la dépense publique et donc par l'impôt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les utilities également, il y a eu beaucoup de fantasmes autour de l'IA. Alors c'est vrai qu'il y a des besoins en capacité d'interconnexion notamment, et des besoins aussi de production. Mais comme on l'a dit, la production, elle reste et elle restera. Le prix de la production restera drivé par le gaz, même si on ajoute beaucoup de renouvelables, et même d'autant plus qu'on ajoutera beaucoup de renouvelables, parce que le gaz est toujours la variable d'ajustement par rapport aux renouvelables. Donc plus il y a de renouvelables et plus le prix marginal est fonction du gaz. Il faut quand même avoir bien ça en tête. Et sur ces prix, il faut se souvenir qu'il y a eu, moi le marché me rappelle quand même un petit peu son comportement 2007-2008 justement, où il y avait beaucoup d'enthousiasme sur la capacité du secteur à investir et à retrouver des retours sur investissement très rapidement. Ouais. Et finalement, quand les sources de financement sont tendues en 2008, ça a été particulièrement sanglant, particulièrement pour le secteur des utilities, qui était réputé être à l'époque extrêmement défensif. Et donc, moi, je pense qu'il y a matière à se méfier dans ce domaine, et réciproquement, toute la partie exportatrice du marché au sens large, toute la partie business international, qui est quand même la partie la plus créative du marché, là où il y a vraiment de l'innovation, du commerce, etc. Donc ça va, l'agroalimentaire, c'est pas très innovant, mais enfin, la tech, les softwares aussi, tout ça a été très, très fortement pénalisé, à la fois
par les tarifs et l'ombre des tarifs regarder qui demeurent. Ces thèmes-là d'un œil un peu différent. Et puis l'IA aussi qui est venue perturber beaucoup de business models. En tout cas, la perception du marché de ces business models. Oui, bien sûr. Laurent, ça m'intéresse de savoir comment, c'est ce qui vous caractérise généralement dans ces plateaux, c'est que vous êtes un investisseur institutionnel. On reçoit beaucoup de sociétés de gestion d'actifs. Vous avez un rôle un peu différent, j'allais dire, dans le marché presque, et vous avez un équilibre passif-actif à tenir, vous avez des horizons de temps parfois très lointains. Comment on navigue dans des moments troublés comme celui-là, et surtout dans un monde où les crises sont de plus en plus fréquentes, s'accumulent, s'empilent, etc. Oui. Alors, mon horizon de placement n'est pas lointain. On va dire, mon horizon de placement, il est sur ma poche obligataire qui représente à peu près 60% du portefeuille. Ouais. Ça va être entre 2 et 4 ans. Donc, je peux être à 2, je peux être à 4. 4, ça commence à être un petit peu agressif. Comme disait Alexandre, le métier de banquier central... est difficile, le métier de gérant en ce moment, c'est pas simple non plus. Il est jamais facile. Ce sont des situations compliquées pour un gestionnaire d'actifs parce que ce ne sont pas des dégradations, des améliorations de prix de marché continues. On est toujours... donc la guerre se déclenche un samedi matin, on arrive le lundi, le mardi, les actifs ont déjà perdu pas mal. On se pose la question, est-ce que c'est trop tard pour alléger le risque ? Est-ce qu'il faut déjà renforcer ? Est-ce qu'il faut... c'est complexe. Alors moi, j'ai commencé cette crise, heureusement, avec une sensibilité auto et crédit relativement faible, parce que je trouvais que les actifs étaient un petit peu chers. Partout, et que la courbe était trop plate pour vraiment rallonger le portefeuille. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réévalue en permanence. Est-ce que notre positionnement stratégique aujourd'hui correspond à la situation telle qu'on pense qu'elle va se développer. Si on pense que la macro va vraiment souffrir, vraiment s'effondrer, que les taux de défaut vont monter, que l'inflation va monter, à ce moment-là, on va couvrir le portefeuille, on prend des décisions, même si l'actif a déjà perdu 2, 3, 4%, en se disant ça peut vraiment tourner à la catastrophe. À l'inverse, on va chercher les opportunités. La semaine dernière, j'ai regardé des fonds crédit high yield, WB 2031, 2032. On était sur des rendements de 6,20, 6,30 embarqués. Donc ça commence à se regarder à nouveau. À se regarder, parce que dans un scénario où on avait un règlement de la crise rapide, mais en tout cas pas d'Armageddon, etc. Ça valait le coup. Et puis, Trump fait un tweet, et puis les 6,30, ils se transforment en 4,90 en une journée. À 5,90, pardon. À l'inverse, vous ne pouviez pas être certain la semaine dernière, lundi, pour ça que j'ai écouté la conférence de Trump à moitié, j'ai tenu la moitié, vous ne pouviez pas exclure qu'à un moment, le scénario du pire arrive, et là, que vous ayez une dislocation de marché. Donc, c'est-à-dire, quand on en est à démentir qu'on ne va pas utiliser l'arme nucléaire, c'est qu'effectivement, la tension est assez forte. Voilà, tout à fait. Autre élément compliqué, alors, au-delà du débat, est-ce qu'ils vont remonter les taux, est-ce qu'ils ne vont pas remonter les taux, c'est pas très intéressant. Enfin, si, c'est intéressant, mais là, pour le débat, c'est que c'est très différent, par exemple, pendant la crise du Covid. La crise du Covid, moi, j'avais pas hésité à renforcer mes actifs risqués obligataires, obligataires longs, actions, crédits. Parce qu'il y avait une réponse au mois de mars. Parce qu'il y avait une réponse. À attendre. Il y avait. Bien sûr. Les gouvernements disaient, de politique budgétaire, etc. Voilà. Et donc, on lit beaucoup, on réfléchit, et on est toujours prêt à adapter le portefeuille. Après, sur un portefeuille de 600 millions. Pas trop écouter Trump tous les jours. Un portefeuille de 600 millions, ça se bouge pas comme ça non plus. Donc, on essaye de trouver des petites astuces pour couvrir. Il nous reste 30 secondes, Alexandre, là, sur la logique de pilotage des investissements là, dans ce moment-là. Il y a déjà des opportunités pour vous ? Oui. Alors, nous, on a un petit peu écrété sur les actions émergentes, sur le crédit. Là, il y a toujours le sujet crédit, les répercussions du marché privé sur le crédit listé. Donc, un peu en mode risk management, petite moyenne cap européenne. Vous avez compris qu'on est assez prudent sur l'Europe aujourd'hui. Et même si je ne pense pas que la BCE va remonter les taux, si elle le fait, et c'est pas impossible, ce sera une double peine. D'accord, ce sera une double peine. C'est pas bon pour les small caps. Par contre, l'opportunité aujourd'hui, c'est plutôt toujours de se protéger sur le dollar et de prendre de l'or, parce que l'or a bien dévissé et c'est plutôt une belle opportunité pour nous, notamment les orifères. Les minières orifères. Très rapide, on a déjà débordé.
Moi, je pense que le dollar, ça dépend quand même pas mal de la BCE. Ah non, on ne peut pas ouvrir le débat sur le dollar. Mais voilà, non, les actions sont dans un niveau moyen qui est pas excessif. Donc, si les marchés de l'énergie peu ou prou se normalisent, on devrait repartir sur une vague haussière. Merci à vous trois. Merci messieurs. Régis Béguet, Zadig AM, Alexandre Drabowitz, Indosuez Wealth Management et Laurent Martin, CIBTP France.